Bien, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir pour ce webinaire numéro 7 sur tout ce qui est parfum d'intérieur. On a le plaisir d'accueillir Mélanie Nicolas du CSTB ainsi que Frédéric Thévenet de l'IMT, donc Neuro-Europe, qui se présentera, et un des membres donc experts de l'ARCA, Jean-Charles Bonneau, et nous devrions voir apparaître assez vite Éric Thomas, qui est l'autre médecin allergologue qui pourra intervenir. Je vous souhaite à tous un bon webinaire. Je passe la parole à Fabien pour modérer ce webinaire. Merci Fabien. Merci Patrick. Merci pour votre présence et merci aux intervenants de nous faire part de leurs différentes expériences sur ce sujet que nous avons mis dans le webinaire numéro 7 qui concerne les parfums d'intérieur. Et l'idée était de faire des échanges croisés entre les chercheurs qui font des mesures dans des chambres expérimentales pour mesurer les émissions de ces parfums d'intérieur et ensuite de savoir comment les médecins allergologues dans leur cabinet pouvaient noter et observer les impacts sur la santé de leurs patients par l'usage de ces parfums d'intérieur. Alors dans la notion de parfum d'intérieur, il y a tout ce qui est combustible comme les bâtons d'encens, les bougies parfumées par exemple, mais aussi des désodorisants non combustibles comme les huiles essentielles. Et c'est un engouement qui nous prend déjà depuis plusieurs années sur l'utilisation de ces produits en air intérieur pour parfumer notre air intérieur, voire pour avoir des propriétés antimicrobiennes, comme peuvent le revendiquer certains produits distribués. Alors, c'est un sujet d'ailleurs assez ancien, mais en fait, nous avons des études plus récentes que nous souhaitions vous présenter ce matin, des études qui vont nous montrer les émissions de ces parfums d'intérieur dans les environnements au niveau expérimental, mais également un autre sujet que nous présentera Frédéric Thévenet sur la notion de réactivité chimique, c'est-à-dire qu'il y a aussi des réactions secondaires qui peuvent se produire avec l'usage de ces parfums d'intérieur. Alors, je vais donner tout d'abord la parole, et je la remercie beaucoup, Mélanie Nicolas, du Centre scientifique et technique du bâtiment, de nous partager finalement ces travaux. Alors, ce sont des travaux qui ont été récemment publiés et présentés dans le cadre d'un colloque de l'ADEME sur des projets de recherche. Voilà, et je vous laisse la parole, Mélanie, pour nous faire part de vos différents travaux sur les composés volatiles et les particules émis par les désodorisants non combustibles. Merci, Mélanie. Merci. Bonjour, donc je suis donc Mélanie Nicolas, je travaille au Centre scientifique et technique du bâtiment dans la direction santé confort, et donc je vais vous présenter pendant ce webinaire quelques mots sur un projet de recherche qui a porté sur les désodorisants non combustibles et également un projet précédent qui portait sur les désodorisants combustibles. Donc en amont, je vais remercier Monsieur Schinazi et Monsieur Dancet pour l'invitation à pouvoir partager avec vous ces travaux et échanger avec également les médecins qui sont présents sur les problématiques et les résultats de ces essais. Donc, le projet Pressant, c'est un projet qui a associé les expertises donc, du CSTB, également de l'INERIS et du laboratoire chimie-environnement de l'Université Aix-Marseille. Donc, ces trois équipes-là se sont associées pour travailler sur les émissions de composés volatiles et particulaires par les désodorisants non combustibles. Donc, quelques mots de contexte. Je ne sais pas si vous voyez les slides s'afficher. Oui, très bien. Merci. Très bien. Merci. Donc, au niveau du contexte, on est dans une problématique de qualité de l'air intérieur. Et donc, cette qualité de l'air intérieur, elle va être principalement liée à trois facteurs. La qualité de l'air extérieur, la typologie de la ventilation dans le bâtiment, et puis toutes les sources de pollution qu'on va retrouver dans l'environnement intérieur. Et donc, si on veut être dans une démarche d'amélioration de la qualité de l'air intérieur, on va pouvoir travailler sur essentiellement deux items qui sont l'optimisation des conditions de ventilation et puis la limitation, la réduction le plus possible des sources de pollution qu'on va rencontrer dans ces environnements intérieurs. Parmi ces sources de pollution, donc on a identifié historiquement les produits de construction et autres produits d'ameublement, et il y a également les produits de consommation qui vont constituer en fait une très grande source de pollution potentielle dans les environnements intérieurs. Et dans ces produits de consommation, on a différentes typologies qui vont regrouper les produits d'entretien et également tout ce qui est parfum d'ambiance.
Cette problématique d'exposition à des polluants dans les environnements intérieurs, elle est d'autant plus accentuée. Ce sont des espaces clos dans lesquels on passe énormément de temps et qui sont plus ou moins bien ventilés selon les configurations des espaces. Donc, on est potentiellement dans des expositions qui peuvent être relativement fortes et qui sont encore peu renseignées jusqu'ici. Donc, l'objectif du projet Présence, c'était de pouvoir renseigner quel était l'impact sur la qualité de l'air intérieur et l'exposition des occupants, donc liés aux polluants volatiles et particulaires émis par l'utilisation de désodorisants non combustibles. Ce qu'on appelle désodorisants non combustibles, ça va être tout ce qui va diffuser un parfum dans l'ambiance de l'environnement intérieur, à base ou non d'huile essentielle. Donc ça, c'est toute la typologie autour de désodorisants non combustibles. Un des objectifs également du projet, c'était de pouvoir améliorer les connaissances sur les émissions en composés volatiles et particulières de cette typologie de produits dans une approche vraiment environnement intérieur la plus réaliste possible. Un troisième temps a également été consacré à pouvoir proposer un protocole d'évaluation. C'est-à-dire que si on veut pouvoir limiter les sources et les évaluer, il faut pouvoir avoir un protocole de test qui soit le plus robuste possible pour pouvoir justement mettre une échelle de comparaison entre ces produits et une hiérarchisation en termes d'impact et de sources d'émissions de pollution. Et enfin, une fois qu'on a renseigné toutes ces données, le point important était de pouvoir travailler sur une évaluation des risques sanitaires. Donc, lors de l'utilisation de ces produits qui ont été évalués, quelles sont les expositions auxquelles les utilisateurs sont soumises, que ce soit en termes de composés volatiles ou particuliers. Tout ça nous permettait de renseigner, d'adresser le plus d'informations possible sur ces désodorisants non combustibles. À savoir que je vous présenterai juste à la fin, nous avons une démarche totalement équivalente sur un projet précédent qui lui a porté sur les désodorisants combustibles, donc tout ce qui est bougie, encens, comme l'a précisé tout à l'heure Fabien Schinazi. On avait vraiment été sur une démarche similaire. Je vous présenterai la comparaison des résultats en fin de présentation. Donc la démarche qui a été retenue pour ce projet Présence, c'était en gros en deux grosses tâches. Donc la première, ça a été de définir un protocole d'essai harmonisé pour évaluer les émissions de composés volatiles et particulières émis par ces désodorisants non combustibles. Donc dans un premier temps, on a constitué un panel de produits sur lequel on a réalisé une analyse de composition de la matrice des produits désodorisants non combustibles. Et ensuite, on a défini ce protocole d'essai par le biais d'une étude de robustesse et évalué les émissions en fait, d'une sélection de produits plus large pour pouvoir essayer de renseigner le plus de typologies possibles de désodorisants non combustibles. Dans un deuxième temps, on a travaillé pour pouvoir évaluer l'exposition des utilisateurs de ces désodorisants non combustibles, donc avec une première approche qui a constitué à réaliser une campagne expérimentale dans une maison en fait qui recrée des conditions réalistes d'utilisation de produits, une maison expérimentale, et enfin, comme je vous le disais précédemment, de réaliser une évaluation de risque sanitaire sur les composés et les niveaux de concentration obtenus dans le cadre de ces essais réalistes. Un premier point en ce qui concerne toujours les résultats que nous avons pu obtenir, donc, le panel de désodorisants, on l'a constitué en essayant d'être le plus large possible en termes de lieux de commercialisation, que ce soit des grandes surfaces générales, des grandes surfaces très spécifiques, de magasins un peu dédiés à cette typologie de produits, et également les sites internet qui sont aussi une source d'achat de produits importante. Et on a également travaillé sur le mode de conditionnement. L'idée, c'était d'avoir des produits qui soient à la fois des produits liquides, des produits qui allaient résonner par diffusion, des produits qui étaient des diffuseurs électriques qui pouvaient se brancher. Donc, c'est d'avoir le plus de modes de diffusion possible. Et ces diffusions pouvant être soit continues, soit de façon beaucoup plus sporadique par le biais d'une activation manuelle. Et enfin, on a également intégré dans ce panel des produits qui avaient des propriétés spécifiques affichées, donc notamment dans le contexte que l'on a ces derniers mois, des produits qui pouvaient afficher des spécificités virucides ou autres, enfin en tout cas une action particulière sur la partie hygiénique de l'air intérieur. Donc ça nous a permis de sélectionner nos produits. Donc on est parti sur une quinzaine de produits qui regroupaient donc tous ces différents critères que je viens de vous exposer. Et ensuite, on a travaillé sur la composition des produits en comparant des données fournies par les fabricants et des données réalistes issues d'analyses que l'on pouvait conduire en laboratoire. Vous avez ici un petit exemple d'un diffuseur, de parfum d'ambiance par capillarité. Donc, c'est un produit liquide dans lequel on vient mettre des petits bâtonnets. Et donc, le liquide se charge par capillarité dans le bâtonnet qui diffuse dans l'air. Et là, vous avez en comparaison des analyses que nous avons faites sur la composition liquide et la fraction organique émise en fait par ces produits. Et donc là, on voit qu'on a quand même un nombre très important de composés volatiles qui sont
identifiés à l'émission de ce produit. Alors, les deux techniques permettent de balayer de façon très large et d'avoir vraiment une représentation la plus complète possible de l'émission de ces produits. Et avec les petites flèches rouges, vous avez les indications qui étaient précisées par les fabricants. Donc là, ce type de représentation a vraiment été voilà, très généralisable sur tous les produits qu'on a pu tester. C'était globalement toujours les mêmes observations. Donc, on a réalisé toutes ces analyses sur à peu près l'ensemble de notre panel et en tout, on a pu observer à peu près 65 composés organiques dans l'analyse de la fraction liquide. Et dans la fraction gazeuse, on était plutôt aux alentours de 87 composés différents à l'émission de l'ensemble de ces 15 produits. Donc, si on compare ça avec ce qui est donné par les fabricants, on a donc des informations qui sont extrêmement parcellaires. Hein. Comme vous pouvez le voir, on a voilà, 6 composés qui étaient donnés pour ce produit-là, alors qu'on est plutôt sur une vingtaine en termes de contenu global. Et ce n'est pas forcément d'ailleurs les majoritaires qui étaient précisés par les fabricants. Et on a donc également pu observer que le fait d'avoir cette analyse couplée de composition liquide et de fractions organiques volatilisées permettait d'avoir vraiment une bonne représentativité de l'émission globale du produit. Donc, ça nous donnait vraiment beaucoup d'informations et ça pouvait du coup prévenir un petit peu tout ce qui pouvait être potentiellement allergisant, puisque ces composés-là, dans ceux que vous avez qui sont identifiés, on retrouve beaucoup de familles qui sont suspectées d'avoir un potentiel allergisant, pas seulement par voie cutanée, mais également par voie respiratoire. Dans un deuxième temps, on a donc travaillé pour définir un protocole d'essai qui permettrait d'évaluer de façon robuste tous ces désodorisants non combustibles. La difficulté étant qu'on est sur des typologies de produits très différentes, que ce soit en termes de diffusion, que de mode de présentation du dispositif. Donc, on a développé, en fait, on a mis en place une étude de robustesse, hein, comme un plan d'expérience pour pouvoir vraiment définir tous les critères optimaux pour chacun des paramètres d'essai. Et en fait, on travaille avec des volumes qui s'appellent des chambres d'essai d'émission. Donc, ce sont des petits volumes. Donc là, on est dans un volume qui fait 1 mètre cube et dans lesquels on va recréer des conditions réelles d'utilisation du produit, mais en maîtrisant toutes les conditions ambiantes pour pouvoir vraiment avoir que l'émission intrinsèque du produit qui est évaluée. Et derrière, pouvoir comparer les produits. Donc, on a voilà, utilisé en fait différents référentiels qui sont à notre disposition et qui existent, mais pour les produits de construction et de décoration, et également pour les bougies et les encens. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé récemment, mais qui existe aussi. On a un protocole d'évaluation, et donc on a adapté ça à nos désodorisants non combustibles pour vraiment avoir quelque chose de plus pertinent possible. On y a associé une étude voilà, de robustesse avec la répétabilité, la reproductibilité, enfin voilà, toutes les choses classiques que l'on peut mettre autour d'une définition de validation de protocole d'essai. Sur les exemples qui vous apparaissent sur le côté, l'idée c'était d'illustrer un petit peu les difficultés qu'on a pu obtenir dans cette étude de robustesse, qui était que sur des produits qui étaient les plus automatisés possibles. Donc là, pour le coup, c'est un spray automatique qui se déclenche donc tout seul quand vous le réglez avec une tempo prédéfinie. Ce spray automatique va donc générer des particules dans l'air, en plus des composés volatiles. Et là, on s'aperçoit que sur un réglage équivalent, on peut avoir des niveaux d'émission qui sont très différents. Donc en fait, on a une variabilité d'émission de certains de ces dispositifs de désodorisants non combustibles qui peut conduire à des intervalles, des niveaux très différents d'émission pour un dispositif sur lequel il n'y a eu aucune modification de fonctionnement. C'est vraiment intrinsèquement, il n'est pas reproductible. Donc, on va avoir voilà, des choses qui peuvent être très, très larges et qui nécessitent, quand on va intégrer ça dans l'évaluation de risque, de prendre en compte cette hétérogénéité des valeurs pour vraiment être sûr de pouvoir balayer tous les cas d'exposition possibles des personnes. De la même façon, sur la figure du bas, vous avez un exemple d'un diffuseur électrique qui émet du benzène. Alors, le benzène, hein, c'est vraiment pas, c'est une molécule qui est classée CMR, donc c'est vraiment une molécule problématique et potentiellement toxique, très toxique en tout cas. Et là, de la même façon, pour un diffuseur classique qui est électrique, donc pour lequel le mode est le plus automatique possible, il n'y a pas d'intervention manuelle, on a des niveaux d'émission qui vont être extrêmement différents d'une vaporisation à une autre, alors que le dispositif voilà, est vraiment pas du tout changer de comportement. Donc, on a donc finalement pu mettre en place ce protocole d'évaluation robuste des odorisants non combustibles avec une émission de composés volatiles par tous les produits que nous avons testés. Il y a eu des émissions de composés volatiles qui ont été observées. Tous les produits de type spray qui ont été testés ont également conduit à des émissions de particules. Ça a été vérifié pour chacun des produits testés. Et pour certains des produits, c'est ce que je viens de vous illustrer là, on a une hétérogénéité des émissions qui est à prendre en compte et dont il faut avoir connaissance pour pouvoir faire une évaluation de risque la plus précise possible. Il y a donc vraiment une évidence qui a été mise avec tous ces essais d'une nécessité d'évaluer ces produits pour pouvoir renseigner leur impact sur les utilisateurs.
Donc, dans un troisième temps, on a fait, comme je vous l'ai dit, une évaluation en conditions réalistes. Donc, en fait, dans notre maison expérimentale, on est venu reproduire les conditions d'utilisation classiques de ces désodorisants non combustibles et évaluer les émissions voilà, sur un pas de temps relativement long pour voir quelle était la rémanence et l'émission des produits. Donc, vous avez ici une représentation voilà, de cette maison expérimentale et puis d'une phase d'essai au cours de laquelle on testait un spray. Et donc, on a associé en fait dans cette campagne expérimentale des mesures classiques, ce qu'on appelle des mesures laboratoires, donc qui permettent d'avoir, on fait un prélèvement et on vient l'analyser plus tard, et des mesures beaucoup plus innovantes, qui étaient des mesures voilà, in situ online, pour lesquelles on avait des résultats immédiats, donc qui étaient voilà, notamment par le biais d'un système de laboratoire en fait mobile qui était intégré à la maison expérimentale. Et en associant ces deux techniques-là, on a pu vraiment bien renseigner tout ce qui était l'évolution et la dynamique d'émission des désodorisants non combustibles en conditions vraiment le plus réalistes possible dans cette maison expérimentale. Puisque ce qui manque à cette maison expérimentale, en fait, c'est la vie quotidienne d'un occupant, mais sinon, tout le reste est vraiment très réaliste. Un exemple sur la droite, c'est l'émission de formaldéhyde. Alors, j'ai également choisi le formaldéhyde parce que c'est un polluant vraiment d'intérêt dans l'environnement intérieur et un polluant sur lequel on travaille beaucoup parce qu'il a également voilà, il est également classé cancérigène avéré, donc avec des risques très importants potentiellement selon l'exposition. Et là, on se rend compte que la majorité des produits qu'on a testés sont émetteurs de formaldéhyde, mais en plus avec des niveaux qui peuvent être extrêmement importants. Voilà, le premier produit, par exemple, aboutit à des niveaux qui sont de l'ordre de 30 microgrammes par mètre cube. Il faut savoir que pour un produit de construction, pour qu'il soit bien classé, on doit avoir une valeur qui est inférieure à 10 microgrammes par mètre cube. Donc là, on est déjà sur une seule source qui explose ce type de seuil-là en termes de suivi de composés volatiles dans les environnements intérieurs. Donc on est vraiment sur des sources qui ne sont pas anecdotiques en termes de pollution de l'air intérieur et qui vont vraiment venir ajouter voilà, dans ce cocktail chimique que nous avons déjà dans nos environnements et rajouter la présence de composés volatiles, voire particulières quand il s'agit des sprays. Donc on a donc évalué également ces 15 produits dans cette maison expérimentale et chaque essai a été reproduit pour vraiment assurer la robustesse et la répétabilité des essais. Pour certains produits, comme pour les essais en petite échelle laboratoire, on a retrouvé cette hétérogénéité, donc, qui était donc bien issue du mode de fonctionnement même du produit. Et puis pour d'autres, on a également bien retrouvé les émissions qu'on avait présupposées en laboratoire. À noter également que sur des produits qu'on réutilise plusieurs fois, donc on a un mode de diffusion comme ça plutôt bref, on a des émissions très importantes à la première utilisation et qui ensuite vont s'amenuire sur les utilisations suivantes. Ça renseigne aussi sur des conditions des recommandations d'utilisation qu'on pourra faire juste après. Donc pour terminer, avec toutes ces données-là, on a fait une évaluation de risque sanitaire. Donc on est venu définir quelle était l'exposition par inhalation des gens qui utilisaient ces produits chez eux, en définissant différents scénarios sur une exposition classique, en chronique ou en aigu, donc en fonction d'exposition qui serait long terme ou court terme, et avec différents scénarios selon que la personne va utiliser de façon modérée ses parfums d'ambiance ou de façon extrême, sachant que tous ces scénarios-là sont issus de sondages qui ont été faits, donc pour être vraiment le coller le plus possible au mode d'utilisation réel des Français sur ces parfums d'ambiance. Et on a défini en fait avec toute cette évaluation de risque-là, quelles étaient les substances qui potentiellement pouvaient poser un souci en termes d'évaluation de risque, à quel niveau et quelles recommandations on pouvait faire pour essayer d'avancer en fait sur cette limitation d'exposition. Globalement, en termes d'exposition chronique, sur tout ce qui était utilisation courante, on n'a pas forcément vu de situation préoccupante au regard des substances qu'on considérait. On n'a pas forcément encore aujourd'hui d'informations sur toutes les substances en termes de toxicité. Pour le scénario un peu plus intense, là, on a eu des dépassements de valeurs repères, donc des substances sur lesquelles il faut se poser des questions, et en particulier sur plusieurs substances qu'on a pu identifier, voilà, qui sont mentionnées là, donc la l'acroléine, le benzène et le limonène, qui sont des substances qui ont posé souci. Pour les expositions de plus courte durée, on a eu des dépassements de valeurs repères également, en particulier, encore une fois, pour la l'acroléine, et là, de nouveau, le formaldéhyde, donc je vous ai évoqué un petit peu juste précédemment le cas également. Donc là, cette évaluation-là nous permet d'identifier les substances potentiellement problématiques liées à l'utilisation de ces produits. On a donc globalement, à l'issue de cette évaluation de risque, conclu que les enjeux sanitaires qui étaient liés aux sprays et aux aérosols manuels étaient plus élevés que ceux des autres types de diffuseurs actifs, qu'on avait des expositions courantes qui pouvaient être considérées comme non préoccupantes, mais que dans le cadre d'expositions chroniques qui seraient associées à une utilisation intense, il pouvait y avoir des indices de risque avec les substances que je vous ai proposées et également ne pas oublier l'émission de particules qui a pu être très importante pour certains types de dispositifs.
Donc, pour conclure, à l'issue de ce projet de recherche, on a donc identifié qu'il était important de pouvoir limiter au maximum l'utilisation des parfums d'ambiance dans les environnements intérieurs. Pour autant, on a également bien conscience que ces parfums d'intérieur ont également un bénéfice en termes de confort et de ressenti qu'il ne faut pas négliger. Donc, on a associé à ce projet des recommandations d'utilisation. C'est-à-dire que dans l'idée où on veut utiliser ces produits pour ce côté confort et bien-être, quelles seraient les recommandations pour essayer vraiment de limiter au maximum l'exposition induite? Donc, classiquement, essayer de limiter l'utilisation quand il y a des personnes sensibles, des enfants, des femmes enceintes, des personnes qui ont des troubles respiratoires. Et puis, avoir des bonnes pratiques d'aération et éviter l'inhalation directe également, voilà, de ne pas être trop à proximité du dispositif parfumant. Tout cela, en fait, nous permet de renseigner et d'adresser des recommandations au niveau des utilisateurs de ces produits. Et en tout cas, tout cela met également en avance la nécessité de pouvoir évaluer ces produits pour vraiment pouvoir essayer de limiter au maximum les sources, voire de proposer un étiquetage réglementaire, comme c'est le cas aujourd'hui pour les produits de construction et de décoration. Et en tout cas, en tout cas avoir une marge de manœuvre sur le fait qu'il n'y ait pas sur le marché de produits trop émissifs, parce qu'il y a vraiment eu des produits qui ont vraiment explosé les scores. Là, il faudrait pouvoir arriver à les identifier et à les enlever du marché, et également avoir une cohérence dans tous les modes de gestion qu'on pourrait proposer. Donc, juste une dernière slide et après, je passerai la parole. Sur le projet Eben, donc ce projet Eben portait, lui, sur les désodorisants combustibles, c'est-à-dire bougies et encens. Pourquoi est-ce qu'on dissocie les deux? Parce qu'en fait, dans la partie désodorisant combustible, vous avez justement cette phase de combustion qui vient modifier un petit peu la façon dont vous devez appréhender la source en termes d'émissions de polluants, parce que vous avez tout ce process de combustion qui introduit également des composés volatiles et particulaires. Et donc, ce projet Eben, en fait, a permis d'aboutir à un protocole d'essai qui aujourd'hui existe et à une norme qui est en place. Il n'y a pas d'obligation pour les fabricants, mais par contre, cette norme, elle existe et elle est possible pour évaluer de façon robuste les produits. Et on a obtenu en fait exactement les mêmes conclusions que pour le projet Pressens, qui était sur les désodorisants non combustibles. Donc, je pense que j'ai beaucoup parlé, donc je vais vous enlever le petit graphique, mais en gros, les désodorisants combustibles type bougie encens sont émetteurs de beaucoup de composés volatiles, des composés qu'on retrouve aussi sur les désodorisants non combustibles. À noter par contre qu'en termes de niveau d'émission de particules, on est vraiment sur des concentrations extrêmement fortes, d'autant plus quand il s'agit des encens qui là vraiment aller jusqu'à saturer nos systèmes analytiques. Donc on est vraiment sur des choses qui sont très fortes et qui vont durer très longtemps. Oui, monsieur Dancet, je parle trop longtemps. Non, non, pas du tout. Non, évidemment, non. C'est terminé. C'était ma conclusion. Merci beaucoup, Mélanie. Vous parlez de bougies d'encens et vous parlez de spray. C'est-à-dire que l'étude a été faite à partir de spray ou de combustion de bougies d'encens? Les deux. En fait, le projet Pressens que je vous ai expliqué tout au début. Alors, pourquoi j'ai pris ce projet-là en premier? Parce que c'est celui dont on a publié le rapport le plus récent. Donc, ça permettait d'avoir des données très actualisées. Donc, les désodorisants non combustibles, c'est vraiment tout type de parfum d'ambiance. Mais juste avant ce projet-là, le projet précédent qui associait la même équipe de recherche, on s'était focalisé sur bougies encens. Donc, on a aujourd'hui une vision sur l'ensemble des désodorisants qu'on appelle parfums d'ambiance aussi également, qu'ils soient combustibles ou non. On peut généraliser du coup nos conclusions puisqu'elles se recoupent en termes d'exposition, d'émissions et de nécessité d'évaluer et de pouvoir maîtriser ces sources de pollution-là dans les environnements intérieurs. Donc, on a étudié l'ensemble des produits qui potentiellement peuvent être utilisés en termes de parfums d'ambiance. Merci beaucoup, Mélanie. Je sais que ce projet est très important et qu'il y a beaucoup de données. Et je crois que vous avez dit vraiment l'essentiel en matière de composition de ces produits, notamment pour les produits liquides, que vous avez également donné des informations sur les émissions, en particulier en particules et en composés volatiles. Vous avez montré les substances qui étaient les plus présentes dans l'air intérieur, en particulier certaines d'entre elles étant connues comme des substances cancérigènes, mais également hallucinantes, comme vous l'avez indiqué. Alors, suite à ces travaux, il y a d'autres travaux qui ont été menés par l'IMT de Nord-Europe avec Frédéric Thévenet. Et donc, je voudrais donner maintenant la parole à Frédéric Thévenet pour donner la suite, c'est-à-dire, après ces émissions dont vous venez de parler, Mélanie, que se passe-t-il finalement dans l'air intérieur? Car ce n'est pas terminé, il se passe encore des choses après ces émissions.
Et donc, c'est le travail du projet essentiel qui va vous être présenté maintenant par Frédéric Thévenet. Merci Frédéric. Merci Fabien. Vous voyez mon écran, normalement vous voyez ma première diapo à présent. Oui. Pas de problème, allez-y. Je m'appelle Frédéric Thévenet, je suis enseignant-chercheur à IMT Nord-Europe, professeur de l'Institut Mines Télécom. Et aujourd'hui, je viens vous présenter les résultats principaux du projet essentiel, donc pour émissions et transformation des COV odorantherpéniques, impact sur la qualité de l'air intérieur. Alors c'est un projet qui a été piloté par ma collègue Marie Verriel et moi-même pour IMT Nord-Europe, en collaboration avec Mélanie Nicolas du CSTB Grenoble. C'est un projet qui a été retenu pour financement par l'ADEME dans le cadre de son appel à projet Corpon. En fait, à l'initiation de ce projet, on est parti d'une sorte de distorsion entre la perception de la question purification d'huile essentielle dans la population en général et la manière dont la communauté scientifique physico-chimiste de la qualité de l'air intérieur perçoit ces huiles essentielles. Alors, côté population, en fait, il y a parfois une sorte d'ambiguïté ou de confusion sur le terme assainir ou purifier l'air en introduisant des huiles essentielles dans un environnement intérieur. Et puis, on constate aussi que la vente de ces produits de nettoyage à base d'huile essentielle, diffuseurs ou d'huile, se fait principalement dans des magasins bio ou des pharmacies, ce qui peut induire une forme de biais de perception. Alors, dans ce projet, on n'a absolument pas adressé ou remis en question les propriétés antiseptiques, antibactériennes des huiles essentielles. On les a questionnées du point de vue de leur impact sur l'air qu'on respire dans nos environnements intérieurs, donc en tant que physico-chimiste. Et en tant que physico-chimiste, pour nous, les huiles essentielles, en fait, c'est avant tout un mélange de COV, et en air intérieur, c'est le premier contributeur en COV terpénique. Et puis, ce qu'on constate aussi dans la littérature scientifique, c'est qu'il y a pas mal de résultats, mais avec des protocoles qui sont très, très contrastés, des données parfois inexactes parce qu'obtenues dans des conditions qui ne sont pas représentatives de l'air intérieur et qui parfois ne sont pas forcément comparables entre elles. Et puis, les terpènes, on sait aussi que certains d'entre eux sont classés comme allergènes, sont générateurs de rhinite, d'irritation. Ce sont des composés réactifs et potentiellement, ils peuvent former d'autres espèces. Donc, la question qu'on a soulevée dans ce projet, en fait, c'est finalement, est-ce que l'utilisation de produits à base d'huile essentielle est vraiment favorable à la qualité de l'air intérieur? Alors, dans ce projet, on a travaillé sur toute une diversité de produits. Vous la voyez sur la gauche de l'écran. Donc, nettoyant de cuisine, nettoyant multi-usage, nettoyant de surface, nettoyant de vitres, des mélanges d'huile essentielle, une huile essentielle particulière qui est celle d'arbre à thé, le tea tree, et puis des mélanges d'huile essentielle revendiqués purifiants, avec potentiellement associés des diffuseurs différents. L'ensemble de ces produits, on les a renseignés dans leur composition chimique, dans leur fraction volatilisable, pour certains dans des scénarios réalistes d'émissions en chambre à mètre cube, et on est allé pour certains d'entre eux jusqu'à la mise en œuvre en scénario réel dans une pièce de 40 mètres cubes, qui est notre pièce expérimentale IRINA à Adour. Alors, comment est-ce qu'on a abordé le problème? Le premier point qu'on a cherché à renseigner, c'est la question des émissions. Et le besoin initial, c'est des protocoles harmonisés. Et la question qu'on a cherché à satisfaire, c'est comment définir des protocoles réalistes pour l'évaluation des émissions de produits à base d'huile essentielle, en prenant en compte leur mode d'application, leur mode de diffusion, comment est-ce qu'on peut aboutir à la détermination de facteurs d'émission qui soient vraiment représentatifs et qui peuvent être mis ensuite à la disposition de la communauté en toxicologie, en évaluation de risque. Et puis ensuite, on a aussi travaillé beaucoup sur la question de l'échelle réaliste et l'échelle réelle. Quel est le lien entre la composition des produits? Est-ce qu'ils émettent vraiment dans la réalité? Est-ce que le volume de chambre dans laquelle on conduit nos essais a un impact? Quels sont les profils d'émission? Quelles sont les durées d'impact? À côté de ça, on a travaillé aussi sur un deuxième volet, qui est la partie devenir. Une fois que c'est transféré dans la phase gazeuse, qu'est-ce qui devient de ces terpènes? Alors, on a regardé comment ils vont interagir avec les surfaces qui sont présentes en air intérieur. Donc, quelle est la contribution des surfaces sur la captation, sur le dépôt des terpènes? Quels sont les matériaux principalement cuits? Et puis, on a travaillé aussi sur la question de la réactivité. On sait que ces terpènes sont extrêmement sensibles à la présence d'ozone. Qu'est-ce qui se passe quand on a un événement de pollution d'ozone? Je terminerai ma présentation par une illustration rapide sur ce. Alors, aujourd'hui, évidemment, je ne peux pas donner des résultats sur l'ensemble des produits testés. J'ai fait le choix de présenter des résultats qui concernent la diffusion d'huile essentielle et particulièrement la diffusion d'huile essentielle d'arbre à thé. Alors, comment est-ce qu'on a adressé la diffusion de cette huile? On l'a regardé à travers 3 diffuseurs, un diffuseur électrique, un diffuseur par nébulisation et un diffuseur par capillarité. Les 2 premiers sont des diffuseurs transitoires, dans le sens où ils mobilisent une quantité restreinte d'huile essentielle, seulement 20 gouttes, recommandées par le fabricant, alors que le diffuseur par capillarité est connecté directement à un flacon d'huile essentielle. Donc là, on a une diffusion qui est certainement sur du plus long terme, donc on a qualifié ça de diffuseur continu. Ensuite, ces diffuseurs, on a étudié leur
capacité à émettre des terpènes dans 2 chambres, la chambre à mètres cubes et la pièce expérimentale IRINA de 40 mètres cubes, dans les mêmes conditions d'utilisation, 23 degrés, 50% de mixeur lactique et un taux de roulement d'air caractéristique de ce courant d'air intérieur. Et puis on a, nous, instrumenté analytiquement cette chambre pour qualifier et quantifier les terpènes. Alors, si on prend par exemple le diffuseur électrique, qu'est-ce qu'on observe en termes de profil de concentration en fonction du temps? Si on regarde le profil des concentrations en COV terpéniques totaux, mais là en fait on a l'évolution de la concentration en COV terpéniques totaux en fonction du temps, et on s'aperçoit qu'on a déjà une première phase qui correspond à une croissance très marquée des COV terpéniques dans l'environnement dans lequel on a fait la diffusion, avec des pics de concentration qu'on a rencontrés très fréquemment dans la mise en œuvre de ce type de dispositif, là en l'occurrence supérieur à 2000 ppb. Alors classiquement, en air intérieur, on va avoir au maximum en COV totaux des concentrations qui sont de l'ordre de 500 ppb, donc on est très au-dessus. Alors ensuite, on a une décroissance de la concentration en terpènes dans l'environnement intérieur. C'est lié à l'épuisement de la source, parce que là, on a un diffuseur transitoire. C'est aussi lié au fait qu'on a un renouvellement d'air, et puis qu'on a aussi un dépôt des COV qui ont été émis sur les parois. Globalement, si on se contente des profils bruts, on a une durée d'impact pour un diffuseur transitoire comme ça qui va être d'une douzaine d'heures. Alors ensuite, on a essayé d'aller plus loin parce que notre objectif, c'était de produire des données à destination de la communauté évaluation de risque, exposition. Si on se contente d'un profil temporel brut de concentration, en fait, on n'est pas représentatif du dispositif de diffusion en tant que tel. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre profil de concentration ici, il est contribué par 3 termes. Le premier terme, c'est effectivement le terme source associé au dispositif de diffusion, mais le deuxième et le troisième terme, ce sont des termes qui sont propres à l'enceinte dans laquelle on fait la mesure. Le premier terme puits, c'est par exemple l'évacuation de certains terpènes par volume d'air, et le second terme puits, c'est le dépôt de ces terpènes sur les surfaces. Donc on a développé aussi un protocole de traitement de nos données pour revenir à caractériser vraiment le terme source intrinsèquement propre au diffuseur. Et c'est sur la base de ce profil temporel doublement corrigé qu'on peut ensuite aller jusqu'à la détermination de l'évolution temporelle des taux d'émission massique pour chaque terpène par élément diffusif. Et là, ces taux d'émission massique sont exprimés en milligrammes par heure. Donc là, on s'aperçoit par exemple qu'on a des valeurs de taux d'émission en alpha-terpinène ou en gamma-terpinène qui peuvent dépasser 150 ou 250 milligrammes par heure dans l'enceinte dans laquelle on diffuse, ce qui est 100 à 1000 fois supérieur au taux d'émission qu'on peut avoir par exemple avec des matériaux qui sont émetteurs de CO2. Donc on a une source très intense. Ensuite, une des questions qui nous a animés pendant ce projet, c'est l'impact du volume de la chambre dans laquelle on conduit ces essais, de manière à produire des données qui ne présentent aucun biais expérimental pour une utilisation ultérieure. Donc là, on a repris par exemple des données issues de diffusion d'huile arbratée dans un diffuseur transitoire électrique, et on a tracé ici le taux d'émission massique par diffuseur en gamma-terpinène en fonction du temps. Et la série sombre correspond aux essais réalisés dans la pièce expérimentale de 40 mètres cubes. La série claire correspond aux essais réalisés dans la pièce expérimentale de 1 mètre cube. Et on constate qu'il y a des différences majeures liées à l'enceinte dans laquelle on travaille. La première différence, c'est sur l'intensité du processus d'émission, et la deuxième, c'est sur la dynamique temporelle. Alors, c'est un résultat complètement contre-intuitif, mais très important pour la représentativité des données qui sont obtenues. Et en fait, on a expliqué cette différence par des flux d'émissions qui sont impactés par le volume de la pièce qu'on propose à travers les gradients d'émissions qui peuvent s'établir à l'interface entre le diffuseur et le volume de la pièce. Donc, idéalement, quand on a des essais que l'on veut rendre vraiment réalistes avec des données applicables, il faut que ces essais soient préférentiellement conduits dans des enceintes expérimentales de volume représentatif de manière à éviter des biais expérimentaux potentiels. Alors, jusqu'à présent, j'ai parlé uniquement de diffuseurs transitoires. On a évidemment évalué aussi les diffuseurs permanents, les diffuseurs par capillarité. Et là, on a donc sur ce graphe l'évolution, sur la gauche, de la concentration totale en COV terpénique, puis sur la droite, les concentrations individuelles, le tout en fonction du temps. Et on a des profils qui sont complètement différents d'un diffuseur transitoire. On a une phase transitoire, mais qui dure une dizaine d'heures. Et ensuite, on maintient comme ça dans l'environnement intérieur des concentrations quasi constantes. En tout cas, on établit un régime stationnaire. Alors certes, avec des taux d'émission et des niveaux de concentration en COV terpénique qui sont très inférieurs à ce qu'on avait avec le diffuseur transitoire. En revanche, la durée d'impact dépasse largement plusieurs jours.
Et sur ces diffuseurs continus, on a fait une estimation qui nous amène à évaluer que pour l'utilisation de fioles assez classiques de l'essentiel, on a une durée d'impact qui se situe entre 50 et 60 jours de façon continue. Donc, il y a une sorte de dualité entre des diffuseurs transitoires qui ont des effets d'exposition très aigus sur des temps relativement courts de quelques heures et des diffuseurs continus qui ont des effets d'exposition assez chroniques à des niveaux un peu inférieurs. Et enfin, je voulais illustrer aussi une partie au-delà de l'émission, au-delà de la diffusion. Qu'est-ce qui peut arriver à nos terpènes en air intérieur? Au-delà de les respirer, en fait, on sait que ce sont des composés qui sont particulièrement réactifs. Et on a conduit justement dans l'enceinte expérimentale ERINA encore la simulation d'un scénario où on a dans un air intérieur la diffusion continue de l'essentiel. Donc on retrouve ça à travers entre T0 et puis 1h30, la stabilisation des concentrations en terpènes dans la pièce. Et puis là où on a la ligne pointillée, en fait, on injecte ponctuellement pendant 1 minute une quantité d'ozone qui correspond à ce qu'on observe classiquement en air intérieur quand on a un événement de pollution à l'ozone en air extérieur avec une pénétration dans l'air intérieur. Et là, on s'aperçoit que c'est un élément perturbateur très fort, dans le sens où on a disparition de nos terpènes, ils sont consommés par un processus réactif, et ce processus réactif, il amène à convertir nos terpènes en acétone, en formaldéhyde, et puis en aérosols organiques secondaires, principalement des particules ultra fines, de type PM1, qui sont largement majoritaires par rapport à l'ensemble des autres classes granulométriques. Et on s'aperçoit que cet élément perturbateur à l'ozone, qui dure simplement 1 minute, en fait, il a des répercussions bien au-delà de 4 heures. On s'aperçoit que ça peut durer de 8 à 10 heures en fonction du poudrement d'air dans la pièce. Donc la présence des terpènes, elle ne se limite pas à leur émission et à leur diffusion, elle va bien au-delà, dans le sens où ce sont des espèces très réactives et potentiellement la source d'autres espèces en air intérieur. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir du projet essentiel? D'un côté, d'un point de vue physico-chimie de l'air intérieur et développement méthodologique, nous, on est parvenu à proposer, à définir des protocoles expérimentaux qui sont représentatifs et donc à évaluer les émissions dans des conditions réelles pour produire des données à destination directe de l'évaluation. Ensuite, on est parvenu aussi à renseigner de manière beaucoup plus précise et réaliste le devenir des terpènes. J'ai illustré ça uniquement avec un épisode réactif, mais on l'a fait aussi sur des questions de dépôt sur les surfaces. Ça ouvre les questions vers une fois déposé, on conserve malgré tout une potentielle réactivité sur ces surfaces. Ça nous a permis d'identifier aussi les produits qui sont formés dans les cas d'épisodes réactifs. Et à partir de là, on a formulé différentes recommandations. Alors, on va retrouver dans le rapport qu'on a rédigé sur ce projet, des recommandations à destination du grand public, l'aération, évidemment, mais aussi un usage raisonné. Et l'usage raisonné, il peut venir d'un accompagnement, et là, c'est plutôt des recommandations qu'on fait, nous, au pouvoir public, avec, en premier terme, peut-être une nécessité d'encadrer des allégations qui portent sur les propriétés revendiquées des produits à base d'huile essentielle, en levant en priorité une forme d'ambiguïté qui peut subsister sur le terme « je diffuse des huiles essentielles parce que c'est purifiant ». D'un point de vue niveau de CO2 en air intérieur, d'un point de vue physico-chimie de l'air intérieur, le terme purifiant n'est pas juste. Ensuite, si on souhaite proposer un étiquetage sur ce type de produit, un peu comme c'est fait sur les matériaux de construction, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que ce n'est pas du tout la composition des produits qui doit servir de base à l'étiquetage, mais c'est bien l'évaluation dans une mise en œuvre dans un dispositif expérimental de taille réelle et l'évaluation de ce qui est émis réellement en air intérieur qui doit servir de base pour l'étiquetage parce que la composition du produit ne permet pas de présager de ce qu'on va retrouver dans la phase gazeuse. Et enfin, un élément important, c'est de préférentiellement mener des essais d'émission en recourant à des enceintes de grand volume pour l'évaluation des risques sanitaires afin d'obtenir des données qui soient vraiment directement transposables sur ces questions d'évaluation de risque. Puis, vous avez à disposition ensuite toute une littérature qui a été proposée. Merci beaucoup Frédéric. Avec ces deux exposés, nous venons de comprendre ce qui se passe dans une chambre expérimentale, mais réaliste, qui représente finalement la réalité d'une émission en air intérieur, dans sa maison. On nous a montré dans ces deux exposés finalement les émissions et les composés que l'on émet parfois avec des grandes quantités de terpènes, comme on vient de le dire à l'instant, et puis une réactivité chimique par la suite. Alors, tout ce que vous venez de dire et tous ces protocoles qui ont été faits, pour l'instant, ces produits que vous venez de nous présenter, il n'y a aucune réglementation,
aucun étiquetage qui donne des informations, comme vous l'avez dit à la fin. Et donc, finalement, l'utilisateur, lui, il n'a aucune connaissance de ce que vous venez de nous présenter. Les résultats que vous venez de présenter, celui qui utilise ces désodorisants, que ce soit combustible ou non combustible, il ne sait absolument pas ce qui se passe dans son air intérieur parce qu'il n'a pas l'information sur un étiquetage et même il n'a pas de label en fait qui lui donnerait une indication. Et en plus, ces études que vous venez de nous présenter, elles sont loin d'être obligatoires pour les fabricants et comme vous l'avez montré aussi, qui donnent leur composition et c'est souvent parcellaire. Alors avec tout ça, donc on voit bien les enjeux en matière de santé publique et puis d'émissions et d'impact sur la qualité de l'air intérieur. Eh bien, je m'adresse maintenant aux médecins allergologues qui voient des patients qui peuvent utiliser ces différents produits que nous venons de présenter de manière discontinue ou continue avec les émissions qu'on nous a montrées. Et donc, dans votre patientèle, finalement, Jean-Charles Bonneau, est-ce que vous avez constaté des impacts sur la santé, des problèmes d'allergie liés à des patients qui utilisent ces produits, peut-être sans aucune précaution, avec les scénarios qu'on a évoqués d'utilisation fréquente, et qui peut-être ne font pas les conseils, ne servent pas les conseils qu'on leur donne de moins utiliser ces produits et d'aérer au moment où on les utilise. Jean-Charles Bonneau, puis ensuite Éric Thomas, pour la réaction des médecins par rapport à ce qu'on vient d'entendre. Bah déjà, je vous remercie de m'avoir proposé de participer à ce webinaire, c'est toujours très intéressant. J'ai plusieurs remarques. La première sur ce qu'a dit Mélanie Nicolas tout à l'heure, ce problème de la ventilation dans des maisons qui sont humides où il peut y avoir des moisissures. Et là, on se rend compte que les patients qui vivent dans ces milieux-là emploient des purificateurs d'air, entre guillemets, enfin ils appellent ça comme ça, pour chasser les mauvaises odeurs. Et donc, il y a un problème de manque de salubrité dans certains locaux qui font que finalement, ils essaient de compenser par l'emploi de produits qui permettent de modifier l'odeur et de rendre l'habitat a priori plus agréable. En sachant toutefois quand ils l'utilisent très régulièrement, au bout d'un moment, ils ne se rendent même plus compte que ça sent quelque chose. Un exemple que j'ai eu il y a quelque temps, une femme qui prenait le train pour Paris régulièrement tous les mois et qui se prenait un œdème du visage dû à un eczéma aigu à chaque fois. Donc, elle a commencé par accuser la chambre d'hôtel, etc. Et on a fini par découvrir qu'en fait, elle allait systématiquement dans les mêmes toilettes publiques où il y avait un projeteur d'huile essentielle avec une cellule photoélectrique. Et à chaque fois qu'elle allait dedans, à chaque fois, elle s'en prenait une bonne giclée sur la tête et ça ne se terminait pas bien. Autre exemple, une employée de parfumerie d'une marque connue, je me tairai le nom, qui a présenté une polypose nasosinusienne, donc la muqueuse du nez qui est complètement hypertrophiée avec perte de l'odorat, agnosie associée. Tout a disparu quand elle a arrêté son travail en parfumerie. Et en fait, elle baignait vous êtes tous rentrés dans des magasins de parfumerie, c'est un fait, on ne sait plus ce que ça sent, et donc ça a cédé en arrêtant le travail. Ce qu'on voit aussi souvent, c'est les patients qui ont une hyperactivité bronchique, alors soit spécifique comme les asthmatiques, qui au contact avec les huiles essentielles ou les produits en spray vont déclencher une crise d'asthme, ou bien quelquefois des patients qui ont une hyperactivité bronchique mais non spécifique, post-virale ou autre, et qui ne supportent plus les odeurs comme ça pendant quelque temps, ça déclenche des toux incoercibles. Et là après c'est plus une question qu'autre chose. Vous avez parlé du formaldéhyde, peut-être que là on pourra répondre. Est-ce que vous avez tenu compte de l'hygrométrie dans la diffusion de tout ça? Ensuite, je voudrais rappeler quand même que bon nombre de produits anti-acariens sont à base d'huile essentielle et que les gens, ils sont asthmatiques ou ils ont une rhinite chronique et ils se mettent des huiles essentielles partout dans la chambre, sur le matelas, etc. C'est pas forcément très bon. Bon, ça a aussi un petit côté, je ne pourrais pas créer de polémique, mais un peu écolo, on va dire.
Oui, dernière question, et puis après je me tais. On dit souvent quand il y a des pics de pollution extérieure, on dit aux gens fragiles de ne pas ouvrir leurs fenêtres. Alors que si j'ai bien compris, si on faisait rentrer un peu d'ozone, peut-être que ça ferait pas de mal. Non, c'est l'inverse. Erreur de compréhension. Je reviendrai dessus. D'accord. Et Eric, je vais donner la parole à Eric Thomas, puis après on va reprendre les différents éléments que vous avez évoqués. En particulier, ça sera intéressant de voir aussi l'impact de la température et de l'hygrométrie, parce que vous avez fait vos essais finalement dans des chambres où on maîtrise les conditions de température et d'hygrométrie, mais on peut avoir des grandes différences en termes d'émissions et de réactivité chimique en fonction de la température ou des conditions hygrométriques. On reviendra sur ce point-là. En tout cas, merci pour vos exemples, parce qu'on voit bien que l'impact que peuvent avoir l'utilisation de ces produits, et en particulier de manière cachée. Par exemple, vous évoquiez les toilettes où on va et on ne sait pas qu'il y a une diffusion permanente ou même discontinue d'huile essentielle pour assainir l'air des toilettes, et en fait, on a cet impact. Eric Thomas, dans votre expérience personnelle de patients qui utilisent aussi ces produits de manière volontaire ou voire involontaire, est-ce que vous avez aussi parmi vos patients des personnes qui ont déclaré des problèmes d'allergie ou d'asthme liés à l'utilisation de ces produits? Oui, alors il y a deux types de patients qu'on va avoir par rapport à ces produits. Il y a ceux qui font des pathologies respiratoires nasobronchiques, et les gens se plaignent plus souvent des rhinites accentuées par ce genre d'utilisation de produits. Et puis, il y a les pathologies cutanées par dépôt cumulé, et comme disait Jean-Charles Bonneau, effectivement, ils sont amenés à faire des réactions cutanées assez intenses, qui sont toujours un petit peu retardées par rapport à l'exposition. Donc, et cet impact n'est pas toujours reconnu comme tel parce que les gens ne voient pas que ce sont des pathologies à effet retardé. Alors, donc là-dessus, moi, les gens, je vous donne pas d'exemple particulier, c'est ce que j'entends le plus souvent, c'est l'impact des produits utilisés sur leur pathologie nasale. C'est-à-dire que les gens, ils ont une rhinite permanente ou intermittente, mais ils s'aperçoivent, ils nous rapportent que quand effectivement il y a des produits qui sont utilisés comme ça, ils vont faire une accentuation intense, vraiment invalidante de leur rhinite, et l'asthme va arriver dans la soirée plutôt parce qu'il y a toujours un petit effet retardé. Donc, ces effets irritants, c'est ce qu'on leur dit que ça représente, sans être sûr que c'est un phénomène allergique, puisque nous n'avons pas énormément d'outils pour pouvoir évaluer la sensibilisation de ces produits. Donc, pour le cutané, on peut faire des tests cutanés qui permettent d'identifier. Et vous avez bien sorti l'exemple de l'arbre-à-thé, qui est une substance qui a été observée comme sensibilisante. Donc, c'était un bon exemple. Je crois qu'il faut continuer à travailler là-dessus, parce que ça nous permettra d'avancer là-dessus. Et puis, le deuxième problème qu'on rencontre et qui nous pose de problème au niveau des réponses à donner, c'est la fréquence d'utilisation des huiles essentielles. Les gens, ils nous disent, qu'est-ce que vous pensez, docteur, de l'utilisation des huiles essentielles? Alors, je vais leur demander, mais quelles huiles essentielles vous allez utiliser? Donc, il est important déjà de bien identifier quels sont ceux qui sont plus à risque par rapport à la pathologie cutanée, par rapport à la pathologie respiratoire. Sachant que l'eucalyptus, par exemple, ça a été identifié comme une substance qui est bonne pour les pathologies respiratoires, mais à quelle fréquence? Et donc, c'est la question qu'on me pose, où j'ai du mal à répondre, c'est de dire, est-ce qu'on va l'utiliser une fois par semaine? Et là, j'ai vu des courbes qui étaient intéressantes sur le degré d'élimination du produit dans l'atmosphère. Et donc, c'est ça qui va être intéressant de pouvoir répondre. Nous, on va pas dire qu'a priori c'est mauvais, mais où placer le curseur sur l'effet irritant par utilisation fréquente, et l'utilisation raisonnée qui aurait un effet, des valeurs
intéressantes sur le plan de tout ce que les patients recherchent lorsqu'ils voient les étiquettes. Ils vont utiliser en fonction de ce qu'on leur recommande. Et donc, forcément, c'est difficile de pouvoir nous répondre à ça. Donc, pour finir, notre problème, c'est quelle réponse on peut donner de façon assez simple lorsqu'on nous pose la question « Qu'est-ce que vous pensez, docteur, des huiles essentielles ?» Je vais donner la parole à Mélanie et Frédéric. Ils nous ont montré quand même qu'il y a une très grande variabilité en termes d'émissions. Vous avez vu les courbes, on a des très grandes variations en fonction des types de produits et également selon leur mode de diffusion qui est utilisé, et que dans ces composés qu'on retrouve, il y a aussi des grandes variabilités de composés qui sont émis. Et vous avez vu également que la persistance finalement de ces composés également dans le temps. Alors je comprends très bien qu'au travers des exemples que vous avez montrés, que vous avez des questionnements finalement. Est-ce que je peux utiliser des huiles essentielles? Et si je peux les utiliser, à quelle fréquence? Comment je peux les utiliser? Est-ce que Mélanie et Frédéric, on a des réponses pour les patients, au-delà des effets qu'on a vus et qui sont des effets irritants, sensibilisants, allergiques aussi? C'est difficile en fonction des composés qu'on peut retrouver dans les produits, mais quel type de réponse on peut donner? Parce que j'ai vu dans vos conclusions à tous les deux, c'était de limiter leur utilisation et surtout d'aérer. Alors, qui veut prendre la parole en premier? Frédéric, peut-être? Oui, je la donnerai aussi à Mélanie sans problème. Oui, Mélanie, pardon, pour l'instant, je pense qu'on n'est pas en mesure d'apporter des réponses aux patients. Les résultats qu'on a obtenus permettent d'apporter des réponses dans le sens où il va y avoir plusieurs pas à faire. Là, on a fait, en fait, dans ces projets-là, c'est principalement ce que j'appelle moi des projets d'état des lieux. C'est-à-dire savoir où on en est. Quand on utilise tel produit, quand on utilise telle huile ou tel diffuseur, finalement, qu'est-ce qu'on respire? C'est-à-dire qu'au démarrage des projets, on n'avait pas vraiment d'idée de ce qu'on respirait. Parce qu'il y a une grande diversité de produits et parce que les protocoles n'étaient pas adaptés. Donc maintenant, on sait ce qu'on respire. Nous, en fait, en tant que physico-chimiste, on travaille sur… On respire, mais pour une partie des produits que vous avez testés. Or, il en existe très nombreux. Il en existe bien d'autres. On les a choisis de façon à être assez représentatifs, mais maintenant, globalement, on sait à peu près sur quel ordre de grandeur et quelle durée d'impact on va être quand on fait de la diffusion transitoire, continue, quand on applique tel ou tel type de produit d'entretien. On a des idées un peu plus claires. On a un cadre maintenant qui commence à apparaître. Donc, nous, on arrive avec des niveaux de concentration. En revanche, en tout cas pour ma part, je ne suis pas en mesure de dire quelle va être l'intensité de l'impact. Je peux simplement vous dire qu'est-ce que vous allez respirer quand vous avez telle ou telle activité. Mais l'impact et les conséquences, moi, je ne suis pas en mesure d'apporter ce type de réponse-là pour le moment. Mélanie? Oui, effectivement, comme le dit Frédéric, aujourd'hui, voilà, grâce à ces deux projets notamment, on a vraiment un cadre et en plus, on sait maintenant comment évaluer ces produits de façon la plus pertinente possible. Après, dans le cadre du projet Présence, on a fait un travail d'évaluation de risques sanitaires. Voilà. Mais en fait, ce travail ne peut être fait que quand on a en face des valeurs toxicologiques de référence. Et aujourd'hui, on se rend compte que sur beaucoup de composés volatiles identifiés à l'émission de ces parfums d'ambiance, on n'a pas ces informations de référence en termes toxicologiques. Donc, ce travail d'évaluation de risque sanitaire, il est fait quand on a des données à mettre en face. Donc, c'est pour ça que finalement, vous retrouvez toujours un peu les mêmes substances parce que c'est celles pour lesquelles on a ces informations. Donc, aujourd'hui, finalement, nous, on est en capacité d'accompagner tous les gens qui vont travailler sur la toxicologie de ces substances pour leur dire quels sont les niveaux d'émission par ces diffuseurs d'ambiance et comment est-ce qu'on peut les évaluer. Et ça, justement, c'est en associant, en mutualisant en fait cet aspect très analytique ou très protocole d'évaluation qu'on a pu développer dans les cadres des projets avec Frédéric, à l'aspect toxicologie et exposition. Il nous manque encore des données en termes de toxicologie. Par contre, aujourd'hui, on est en capacité de dire voilà quelles sont les substances d'intérêt pour lesquelles il faudrait justement avancer sur le volet toxicologique. Exactement. Et en fait, notre objectif, c'est absolument pas de jeter l'opprobre sur les terpènes, sur tel ou tel composé. Nous, on les identifie, on les quantifie de manière complètement objective et on vous dit simplement, voilà l'état des choses. Patrick, il y avait une question? Je ne vous entends pas, Patrick. Votre micro, Patrick. Oui, pardonnez-moi. Oui, une question de Maxime Baud. Alors, je n'ai pas pu avoir l'origine de quel endroit
à quel niveau il travaille dans son activité. Vous avez donc, il nous demande, vous avez pris effectivement l'exemple du tea tree qui, de par sa composition, rejette un certain nombre de COV terpéniques, mais avez-vous essayé les mêmes études sur d'autres huiles essentielles telles que le cèdre ou le santal, qui de par leur composition ne contient pas autant de terpènes? Pouvons-nous considérer ces huiles essentielles comme moins risquées? De même, il est assez courant d'utiliser des solvants autres que les huiles essentielles dans les diffuseurs, type doanol, triéthyl, citrate, etc. Avez-vous identifié l'impact de la concentration en huiles essentielles sur les émissions? Alors, on a travaillé sur les huiles essentielles pures. Et ensuite, c'est vrai que chaque huile essentielle a sa composition propre. C'est ce qui fait sa typicité, son odeur, ses propriétés. Alors, on retrouve d'une huile essentielle à l'autre parfois des terpènes qui sont identiques, mais avec des ratios entre eux qui sont un peu différents. Matériellement et temporellement, on n'avait pas la possibilité de multiplier les huiles. Donc, on a pris une huile représentative, mais voilà, on pourrait propager ça à d'autres types d'huiles. Globalement, on retrouve des propriétés en termes de réactivité de transformation assez proches entre les terpènes, même si d'autres sont plus réactifs que certains. Ça me fait revenir sur la question de Jean-Charles Bonneau. Finalement, ouvrir la fenêtre, alors oui, ouvrir la fenêtre, c'est bien pour évacuer les terpènes, mais si on fait rentrer l'ozone, la disparition des terpènes que je montrais tout à l'heure, elle était liée à une consommation des terpènes de façon réactive, pas par évacuation, mais par l'ozone qui rentrait. Et on s'apercevait que certes, il n'y avait plus de terpènes. En revanche, il y avait une ribambelle d'autres sous-produits qui n'étaient pas forcément beaucoup plus amicaux et qui levaient d'autres questions sur la partie exposition. On a supprimé les terpènes par l'ozone, mais on a remplacé par de l'acétone, du formaldéhyde et des PM1. Bon, des particules très fines. C'est ça. Alors, oui, Jean-Charles. Une autre question d'Anne Lafourcade, qui salue d'ailleurs Fabien. Ne paraît-il pas plus simple de dire aux usagers que les huiles essentielles sont actives comme des médicaments et qu'elles doivent être utilisées comme telles, avec une posologie, une pathologie à soigner? Anne Lafourcade. Jean-Charles, oui, Jean-Charles. Allez-y, Jean-Charles. C'était le but de ce que je voulais dire précédemment, puisque j'ai retrouvé en travaillant un petit peu là sur le sujet, j'ai retrouvé une thèse de pharmacie qui date de 2015 et dont le titre, je l'ai sous les yeux, c'est « Utilisation des huiles essentielles dans la sphère ORL, prise en charge globale officinale ». Et dans cette thèse, il répertorie toutes les huiles essentielles qu'il pouvait y avoir dans la ville où c'était, je ne sais plus où c'était comme ville, je ne me rappelle plus, enfin c'était en France, à Grenoble. Et donc en fait, il montrait qu'il y avait, il parlait de la marjolaine, de l'orange, de l'amande poivrée, enfin ils les ont toutes passées en revue avec tous les avantages que ça pouvait avoir et également l'impact que ça pouvait avoir en thérapeutique et les risques éventuels. C'est un beau travail. Ça répond aussi en partie à la question précédente. Merci Jean-Charles. Et là, ça pose la question aussi de la voie, entre guillemets, d'admission, d'interaction des huiles essentielles. Là, peut-être que sur ces traitements de SPRORL, c'est de l'ingestion. C'est complètement différent de l'exposition qu'on peut avoir par la voie aérienne, par exemple, ce qu'on a cherché à évaluer. Ce sont des sprays nasaux. Hein. D'accord, ok. Des nasaux, oui. Autre question, est-ce que vos données montrent que cela peut être effectivement déconseillé? Est-ce qu'il y a justement, et c'est vrai que ça serait intéressant de savoir quelles huiles essentielles sont acceptables et celles qui ne le sont pas. Alors, en fait, comme l'a dit tout à l'heure Mélanie, on manque beaucoup d'informations toxicologiques sur les substances. Il y a beaucoup de substances qui sont émises. Mélanie parlait tout à l'heure d'une 60aine de substances émises dans la fraction volatile, et donc on connaît mal en fait leur impact. En fait, moi, une de mes conclusions était de les consommer avec modération et d'être attentif à leur utilisation et surtout de bien aérer sa maison et d'avoir un plan d'aération dans sa maison pour limiter les expositions. Mais je pense que dans la mesure où on a encore peu d'informations toxicologiques et qu'on connaît le niveau d'exposition, mais du fait qu'on
qu'on a peu de connaissances sur les différents composés qui sont émis, je pense qu'il faut être prudent. Voilà, moi je terminerai en disant qu'il faut être prudent. On ne dit pas qu'il ne faut pas les utiliser, il n'y a pas d'embargo sur ces différents désautorisants, mais je pense qu'il faut les utiliser avec grande modération et savoir aussi, peut-être, il faut évoluer aussi sur l'aspect réglementaire, sur l'étiquetage de ces produits pour avoir plus d'informations. Je pense que ce que nous manquons aujourd'hui, et nous l'avons appris ce matin, c'est qu'on manque beaucoup d'informations sur les désodorisants que nous utilisons. On ne sait pas exactement ce qu'il se passe quand on émet, on fait ces émissions dans l'air intérieur. Donc je pense que la prudence voudrait qu'on soit assez réservé sur l'utilisation et de les utiliser à bon escient. Je sais qu'elles peuvent avoir des impacts médicaux sur le plan médicamenteux, comme on vient de le voir, mais je pense qu'il faut les manipuler avec une très grande prudence. Je pense que vous partagerez ce sentiment avec les impacts que nous ont présentés les médecins, qui peuvent être parfois très importants, comme vous l'avez évoqué. Il y a quand même des impacts qui ne sont pas négligeables sur ces personnes exposées à ces émissions. On a vu les émissions, on a pu les mesurer. Maintenant, on sait comment on peut les mesurer en chambre expérimentale de manière tout à fait qui colle à la réalité. Et donc, le manque d'informations toxicologiques peut-être sur cette masse de substances émises fait que quand même on doit être un peu réservé. Je ne sais pas si j'ai résumé et conclu notre webinaire, à moins qu'il y ait d'autres questions, Patrick, parce que nous arrivons à la fin. Oui, je tenais justement à préciser, puisque effectivement on est autour de ces écrans au travers du collège, mais également de la démarche des médecins allergologues, et je tiens à préciser justement que leur démarche va dans ce sens-là, c'est de pouvoir répondre scientifiquement aux interrogations des patients, donc rencontrer les industriels pour mieux connaître justement leur composition et les inciter à trouver des solutions en termes de composition qui soient évidemment moins impactantes pour leur bien-être mais leur santé, mais également bien faire prendre conscience aux patients, aux consommateurs, que 50% de la solution, c'est très souvent son comportement. Et donc, c'est ce que vous disiez, le côté raisonné que le consommateur et le patient doivent avoir en termes d'usage, et puis également de comportement d'aération, de prise de conscience qu'il doit pouvoir agir sur son air intérieur. Et que il faut évidemment, et c'est l'objectif en tout cas de la mission que l'ARCA s'est donnée, donc de cette association de médecins, pour justement inciter les industriels à trouver des solutions et à innover pour diminuer les impacts et évidemment prendre conscience de tout ça et obtenir également justement de la part de toxicologues, de gens comme vous au niveau de ces études du CSTB pour pouvoir effectivement améliorer et innover sur ces produits. Voilà. En tout cas, ravi également de vous avoir tous accueillis. Juste une dernière, peut-être une toute petite dernière phrase, si ça me permet. Oui. En attendant d'avoir la chaîne complète entre la physico-chimie de l'air intérieur et la santé, je suis tout à fait d'accord avec Fabien Schinazi. Prenons nos précautions. Voilà. Ce qui veut dire que d'un point de vue recherche, s'il y a des toxicologues qui nous écoutent, venez nous voir. On a plein de données à vous fournir. Très bien. Merci. Je sais qu'il y en a un à l'écoute qui vous contactera sans aucun problème. Raphaël. Merci beaucoup à tous de vos présentations et de nos échanges. C'est ce que je voulais faire finalement, faire rencontrer des chercheurs et puis des médecins du quotidien et voir ensemble comment on pouvait avancer et trouver des messages clés à faire passer à nos patients et à la population en général. Merci beaucoup à tous de vos présentations. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.